Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu des séances de travail. Il a échangé avec une délégation de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, et avec un groupe marocain chargé du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. C'est la journée mondiale des premiers secours aujourd'hui. L'événement est célébré partout dans le monde. L'objectif est de promouvoir les premiers secours et de rendre hommage aux secouristes, ces personnes qui risquent leur vie pour sauver des vies humaines. Lancé le 30 juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions en ligne pour le secondaire ont pris fin aujourd'hui. Les élèves se sont-ils tous inscrits? Nous ferons le constat dans ce journal. Et en Syrie, le gouvernement de Damas a approuvé aujourd'hui l'accord de trêve conclu la nuit dernière entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Une trêve trouvée dans ce pays, c'est-à-dire la Syrie, déchirée par 5 années de guerre. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Bienvenue dans le 20h de RTI 1. La page culture de ce samedi reçoit un conseiller d'orientation au ministère de l'Éducation nationale. Kouassi Soumaïen Raphaël vient de publier son premier essai littéraire intitulé « Le chemin de la réussite scolaire ». L'auteur ivoirien qui milite pour une école de qualité propose un chemin aux apprenants, un chemin où la tricherie, la paresse, le manque de motivation n'ont pas droit de citer. Mais il n'y a pas que ces obstacles à enlever sur ce chemin de la réussite scolaire. Que propose donc le conseiller d'orientation, Kouassi Soumaïen Raphaël? Notre invité de la page culture nous en dira davantage dans quelques minutes. Tout d'abord, rendons-nous à la primature où le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a eu des séances de travail. Il a échangé avec une délégation de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, et avec un groupe marocain chargé du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. On fait le point de toutes ces rencontres avec Sidonie Davila. Plus que 5 mois pour que la baie de Cocody et la lagune ébriée affichent un nouveau visage. 60% des travaux ont déjà été réalisés, a annoncé le président du directoire de Machik Ahmed, le groupe marocain en charge du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Ce qui est important, c'est que quand je viens ici, donc j'écoute les citoyens ivoiriens et qui me disent que ça a changé et que même les odeurs ont diminué. Et ce n'est qu'un démarrage, ce n'est qu'un début de tout ce que nous avons donc présenté. Vous avez vu un peu le film et on m'avait parlé de rêve, mais croyez-moi que ce rêve, même au Maroc, sur plusieurs projets que nous avons réalisés, c'était du rêve, mais ce sont des réalités. Autre activité dans l'agenda du Premier ministre dans la journée du vendredi, une séance de travail. Dans le cadre du transfert de ces activités résiduelles au gouvernement ivoirien et aux agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'organisation prépare une conférence prévue le 17 octobre prochain. Au cours d'une séance de travail avec la délégation de l'ONU en Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son staff ont longuement échangé sur la question. C'est la journée mondiale des premiers secours aujourd'hui. L'événement est célébré partout dans le monde. L'objectif est de promouvoir les premiers secours, ce geste de base permettant de sauver des vies, de prévenir les traumatismes. Cette journée vise également à rendre hommage aux secouristes, ces personnes qui risquent leur vie chaque jour pour sauver des vies humaines. L'événement a été marqué ici en Côte d'Ivoire. Voyons les explications d'Éric Goré. À Djamé, Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à l'école de secourisme. Ici, on assiste à une démonstration consistant à mettre en lumière les premiers secours. Cette victime a perdu connaissance suite à un accident de circulation. Le secouriste pratique des gestes simples qui vont protéger sa vie. Ces gestes sont appelés premiers secours. Selon les responsables de la Croix-Rouge, les populations doivent être formées à ces gestes de manière gratuite. Une simple position peut sauver une vie. Arrêter une hémorragie externe visible peut sauver une vie. Faire des simples claques dans le dos peut sauver une vie. La communauté, sachant bien que nous avons la qualification et que le secours est notre cœur de métier, alors cette communauté-là visite nos locaux et nous leur donnons cette formation. Chaque jour, ce sont plusieurs secouristes à travers le monde. Leur travail est reconnu par les populations. Nous devons encourager ces gens-là à continuer à œuvrer pour secourir tout citoyen. Ce que j'ai à leur dire,
c'est vraiment de prendre courage, de ne pas fuir leur métier ni leur responsabilité. Ou bien le fait de voir qu'un de leurs collègues est décédé par rapport à aider ou bien à sauver une vie. Certaines personnes sont encore marquées par des scènes mettant à contribution des secouristes. Notre voisin, sa maison a pris feu. Qui va oser rentrer là-dedans? Moi, je voulais m'y engager. Ma femme me dit, si tu t'engages, et tes enfants ici. Heureusement pour nous, voilà les pompiers qui arrivent. Et les pompiers sont rentrés. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu. Et oui, les sapeurs-pompiers pratiquent aussi les premiers secours. Ici, nous sommes au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le slogan est « Sauver ou périr ». Ces agents de transmission reçoivent un appel pour intervenir dans une imprimerie en incendie. En moins de 5 minutes, l'équipe embarque pour aller porter secours. Le chef de corps peut alors définir quelques-unes de leurs missions. L'essentiel même de nos missions se décline en secours à victimes. Il faut dire que les statistiques ces dernières années montrent que 80% de nos interventions sont pour secours à victimes. Accidents domestiques, accidents de travail, accidents de la circulation et puis 10% environ pour les incendies. La journée mondiale des premiers secours est célébrée depuis 2000. Elle a lieu tous les deuxièmes samedis du mois de septembre. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la famille Toé Rosin vivant à Gowo-Zibiao, un village du département de Bangolo situé dans l'ouest ivoirien? 3 membres de cette famille ont perdu la vie. Il s'agit de la mère et ses 2 fillettes. Elles ont trouvé la mort après avoir consommé de la nourriture préparée par la mère. Le père et son fils de 9 ans sont en observation à l'hôpital. S'agit-il d'une intoxication alimentaire? Les médecins sont en train d'analyser. F. Bouy. Les faits remonteraient au vendredi 2 septembre dernier. Ce jour, c'est dans leur campement situé dans le village de Gowo-Zibiao, dans le département de Bangolo, que la famille Toé aurait consommé des aliments préparés la veille au campement par la mère de famille. Cette famille est composée de Toé Rosin, 40 ans, planteur et chef de famille, sa compagne Wazande Cynthia, 18 ans, ménagère, et leurs 3 enfants, Toé Ange Mondesi, 9 ans, élève, Toé Emmanuela Gracia, 7 ans, élève, et Toé Samira, 3 ans. Il s'ensuit dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre des troubles digestifs faits de diarrhée et de vomissements. Face à la persistance du mal, la famille se rend au dispensaire de Diouruzon, situé à 2 km de leur village Gowo-Zibiao, le dimanche 4 septembre. Un traitement leur est prescrit par l'infirmier, mais malheureusement, la fillette de 7 ans, Toé Emmanuela Gracia, décède. Les autres membres sont évacués à l'hôpital général de Bangolo et Toé Samira, 3 ans, meurt pendant l'évacuation. À l'hôpital général de Bangolo, c'est la mère Wazande Cynthia qui rend l'âme le lundi 5 septembre à 8h15. Sa femme et ses 2 fillettes mortes en l'espace de 2 jours, c'est un père très abattu, étreint par l'émotion que nous avons rencontrée. Pour l'heure, Toé Rosin et son fils Toé Ange Mondesi sont encore en observation à l'hôpital général de Bangolo. Les médecins, quant à eux, évoquent la thèse d'une probable intoxication alimentaire en attendant les résultats d'analyse toxicologique plus approfondis. Et on souhaite qu'ils se remettent très vite. Fini les vacances scolaires, la reprise des classes est annoncée pour ce mardi 13 septembre. Une rentrée qui coïncide avec la fête de la Tabaski. Les forces de l'ordre ont donc décidé de renforcer la sécurité. 3000 hommes sont déployés sur le terrain. C'est l'opération Épervier 2 lancée par la police nationale. Une opération de sécurisation de la rentrée scolaire et de la fête de la Tabaski, nous explique Abou Sanogo. Repos. Le ton est ainsi donné pour la nouvelle opération baptisée Épervier 2 qui intervient après celle lancée le 19 mai dernier et l'opération Vacances sécurisées lancée le 27 juillet dernier. L'opération Épervier 2 va mobiliser 3000 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Elle va consister à sécuriser la rentrée scolaire. Elle a pour mission d'accompagner la rentrée scolaire qui cette année coïncide avec la fête de Tabaski. En cette période,
il y a un vaste mouvement de moyens de paiement. Il y a un mouvement important également de personnes et de marchandises. Épervier 2 se donne pour mission de sécuriser ces personnes et leurs biens. Elle aura également pour objectif la consolidation des acquis de l'opération Vacances à sécuriser pour la mise en place des dispositifs de lutte contre les attaques des établissements financiers, des surfaces commerciales, des librairies et les agressions dans les gares routières, établissements scolaires et universitaires. En plus de ces lieux, elle va s'étendre par l'occupation et la sécurisation du plan d'eau lagunaire par des unités spécialisées, de même que les grands axes routiers. Le lancement de l'opération Épervier 2 se fait simultanément sur les 11 autres préfectures de police du pays. En ce qui concerne l'opération Vacances à sécuriser, elle a permis d'interpeller 13 408 individus, de saisir 6 armes à feu, 326 armes blanches, de la drogue et de détruire 166 fumoirs. Avant la reprise des classes mardi prochain, les élèves du secondaire doivent tous s'inscrire en ligne. C'est le dernier délai aujourd'hui. L'opération a été lancée le 30 juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale. Mais tous les élèves ont-ils fait leur inscription en ligne? Notre équipe de reportage, conduite par Franck Wadio, a sillonné quelques communes du district d'Abidjan. Voyons son constat. Samedi 10 septembre, date choisie par l'État pour marquer la fin de l'opération inscription en ligne dans le secondaire. Ouverte depuis plus de 3 mois, ces inscriptions sont encore une énigme pour certains. Ce chef d'établissement en fait quotidiennement l'expérience, obligé d'expliquer le processus légal à enfants et parents venus directement s'inscrire. On n'est même pas à 20%. Les parents sont encore à la maison. Ils attendent le 13 pour venir inscrire les enfants. Vous voyez? Et comme ça, on ne peut pas faire d'emploi du temps parce qu'on ne sait même pas combien d'élèves nous aurons et c'est difficile. Et chaque année, c'est comme ça. Mélissa, orientée en 6e, est accompagnée de sa grande sœur. Je ne savais pas que c'était le dernier délai aujourd'hui. Et ma maman m'a envoyé de venir prendre des renseignements. Et je suis venue, le directeur m'a informé. Et de là, je vais partir directement montrer le papier à ma maman. Et elle va aller l'inscrire. Faudra donc presser le pas. Le code de l'établissement connu, il faut aller vers un cyberespace ou un opérateur mobile remplir les différentes formalités. À Yopougon, nous sommes en fin de matinée dans ce cybercafé des candidats à l'inscription en ligne venus obtenir le précieux sésame. La plupart ne savent rien. Ils n'ont pas d'informations, mais ils veulent faire l'inscription en ligne, c'est tout. Voilà, le reste là, ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas l'information. Donc c'est nous, on les assiste et puis bon, on essaie de faire l'inscription pour eux. Mission accomplie, Samuel pourra aller dans un établissement s'inscrire le 13 septembre. Je n'ai pas eu vite l'information, il ne savait pas comment ça se faisait. J'ai donné seulement que ma carte scolaire et puis le code de mon école. Ensuite, l'a vu sur le net et l'a tiré. Moi, l'appel que je lance aux parents d'élèves, une fois l'orientation, l'affectation, tout ça est sorti, il faut que les parents viennent déjà à l'école pour se renseigner déjà, pour voir même l'établissement. Et puis, en fonction de ça, on vous donne des renseignements et vous partez inscrire l'enfant en ligne et vous revenez pour l'inscription physique à l'école. Notons-le, les inscriptions en ligne ont été ouvertes le 10 juin dernier avec les mêmes opérateurs mobiles que l'année précédente. La clôture, c'était ce samedi 10 septembre. Notez en bref que les concours de la fonction publique et de la modernisation de l'administration Côte d'Ivoire ont démarré aujourd'hui dans le district d'Abidjan et dans 6 villes de l'intérieur. Ce sont au total 278 concours et cette session 2016 enregistre plus de 71 000 candidats pour 8 323 places disponibles. Les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de la Tabaski ce lundi 12 septembre. Les préparatifs font bon train. Les marchés, les ateliers de couture grouillent de monde. On veut bien manger, mais aussi bien s'habiller. L'ambiance est donc surchauffée dans les ateliers de couture et les boutiques de vêtements. Entre faux et bons rendez-vous, les clients se bousculent pour être bien vêtus le jour de l'Aïd el-Kébir. Malika Koulibaly et Rigori. Wega, Awa et Véronique ne sont pas du tout contentes pour cette fête de la Tabaski car elles ne mettront pas leur bazin par la faute de leur couturier. Ça fait presque 2 mois que j'ai donné mon dental à Maliki pour coudre. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens, mon habit n'est pas encore cousu.
Et ce qui m'étonne même, les gens pleurent seulement ici. Il y a une fille qui vient de pleurer, qu'elle s'en va à Danané demain. Elle a pris premier cas. Bon, actuellement, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai retiré mon habit pour rentrer à la maison avec ça. Je suis découragée. Alors que je dois aller fêter mes beaux-parents à Tchassali. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois apporter. Pourquoi tu fais ça? Depuis mercredi, tu as dit mercredi, moi-même tu as vu le temps que j'ai mis. Oh, faut pas faire ça. Hein. Tu m'as eu. Hein. Accusé, Malik Zara se défend. Il y a les clients là, quand ils envoient habit, même, ils ne donnent même pas avance. Quelques jours après, ils viennent avec l'argent, mon habit n'est pas fini. Pourquoi? Pourquoi mon habit n'est pas fini? Il y a d'autres aussi là, par connaissance, ils viennent te demander pardon. Même si tu as dit que ça ne peut pas finir, ils vont te demander pardon. Il faut prendre, il faut faire à cause de Dieu, il faut faire, il faut faire. Finalement, tu es obligé de prendre. Souvent aussi là, on donne rendez-vous, courant est coupé. Quelqu'un peut venir déposer 10 complets de pain, il te donne avoir 5 000 demain, et t'envoie l'argent, mais tu ne le vois pas. Ok, tu l'as déjà donné rendez-vous par rapport à ce qu'elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent là demain. Elle va faire une semaine avant de t'envoyer l'argent. Ok, elle compte ce rendez-vous là. Toi aussi, tu as besoin de souvent de l'argent pour travailler. C'est un peu compliqué. C'est ça qui nous pénalise un peu souvent. Mais comment on s'attend? On est obligé d'être à eux. On demande pardon seulement, on dit que c'est le client qui est roi. Heureusement que chez Tim et Chèque, les rendez-vous sont respectés. Chèque, il a respecté son rendez-vous comme d'habitude. Voilà. Ça fait pratiquement 5 ans que je fais mes habits avec lui, moi et ma famille. Et là, dans ce sachet-là, c'est l'habit de mon chéri qui est à l'intérieur. Voilà, il a déjà fait pour les enfants. 2 jours avant la fête, tous mes rendez-vous finis d'habitude. Donc je compte à respecter ça encore. Depuis un mois, on est chargé, on travaille beaucoup. Arrivé à un certain moment, je ne prends pas trop d'habits comme les autres stylistes le font. Je prends peu ce que je peux faire, je prends et je respecte les rendez-vous. Donc en tout cas, ma clientèle, tout le monde est satisfait. Quelques désagréments bien connus à la veille des fêtes. C'est pour éviter de vivre cette situation que certaines dames se tournent vers le prêt-à-porter. Pour éviter les faux rendez-vous des couturiers, donc je préfère acheter les boubous déjà faits. Quand je vois le boubou là-bas, ça me plaît, c'est fait et puis c'est à ma taille aussi, donc ça passe. J'ai pas confiance au tailleur, donc j'ai préféré aujourd'hui, cette année, me rendre dans un magasin de boubou et m'habiller là. Abby vient d'arriver de Dakar. Dans ses valises, des boubous déjà confectionnés. Elle compte faire des bonnes affaires en cette fête de Tabaski. Le magasin est ouvert. Vraiment, j'invite celles qui seront doublées par leurs couturiers. La veille des fêtes est mouvementée et le jour J, c'est la joie. L'essentiel est de ne pas se détourner de l'essence de la fête, un moment de réjouissance et de sacrifice. C'est un rendez-vous important pour les musulmans. Des milliers de pèlerins, dont des Ivoiriens, ont entamé aujourd'hui la phase véritable du Hajj en Arabie Saoudite. Ils sont à Mina, où ils passeront la nuit avant la station d'Arafat, qui aura lieu demain. Les pèlerins ivoiriens, au nombre de 5600, passeront 5 jours à Mina avant de revenir à la Mecque pour le dernier rite du pèlerinage. Envoyé spécial en Arabie Saoudite, Mamadou Kwasi. Les 5600 pèlerins ivoiriens, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, sont depuis ce samedi 10 septembre 2016 à Mina. Mina, la phase ultime et principale du Hajj. Sous ces tentes sont logés tous les contingents étatiques et les pèlerins des structures privées de Côte d'Ivoire. Ça se passe bien puisque les machines marchent, c'est renforcé par des ventilateurs, ce qui n'existait pas avant. Donc la chaleur elle est supportable par rapport à Médine. C'est des sentiments de joie parce que c'est maintenant que le Hajj commence. La raison de notre déplacement. Le pèlerinage est une course d'épreuve et donc nous ne pouvons que prier pour que effectivement cette année tout se passe bien et nous avons bonne foi que effectivement tout va bien se passer cette année, Inch'Allah. Le séjour de Mina est fait de prières, de méditation et de prêche sur les valeurs spirituelles du Hajj. Il s'agit pour les fidèles musulmans ivoiriens d'imiter cet acte hautement spirituel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui lors de l'exécution de son seul pèlerinage. Le prophète Mohammed, qui est notre exemple à tous, a séjourné ici à Mina avant d'aller à Arafat. Et Mina fait partie des endroits où les bénédictions sont exaucées. Mina nous rappelle, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. C'est dans la nuit du vendredi que les pèlerins ivoiriens ont été convoyés à Mina. Mina, une localité située à 10 km de la ville de la Mecque. Mais avant le départ, l'inquiétude se lisait sur le visage des pèlerins. Comme toute chose qu'on ne connaît pas, on s'inquiète un peu, mais on pense que ça ira. On parle de la chaleur à Mina.
Il y a des gens qui nous disent qu'il faut partir avec l'eau. Bon, on ne sait pas si on va avoir de l'eau là-bas ou bien la nourriture. Bon, il y a tous ces problèmes. On croit en Dieu. C'est pourquoi on est revenu cette année. Malgré tout ce qui s'est passé, on croit en Dieu. Les autorités ivoiriennes ont tout mis en place pour un bon séjour à Mina des pèlerins ivoiriens. Le commissaire du Hadj et ses équipes ont mis, comme on le dirait, les petits plats dans les grands pour que, en tout cas, tout le contingent ivoirien, même les opérateurs privés, soient vraiment à l'aise, soient dans les meilleures conditions possibles pour que les pèlerins se sentent bien sur le circuit rituel. Mais l'un des aspects les plus importants dans cette prise en charge à Mina, c'est bien la restauration de milliers de pèlerins. Nous pratiquons le room service, c'est-à-dire tous les parents sont assis sous les tentes et on les sert. Et ça résout le problème du soleil parce qu'il fait très très chaud, donc pour éviter les maladies. Donc aujourd'hui par exemple c'est du keb au poulet et le soir on aura la sauce gombo avec du riz. Demain dimanche 11 septembre, les pèlerins ivoiriens, en compagnie de tous les pèlerins du monde entier, vont se retrouver à Arafat, la station d'Arafat qui renferme tout le Hadj. Au soir de ce même dimanche, tous les 2 millions de pèlerins venus des 4 coins du monde vont passer la nuit à Mouzalifa. Et le lendemain matin, ils vont tous se retrouver ici à Mina pour la lapidation de la grande stèle, moment marquant la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la vie chère se renforce. Le ministre du Commerce a remis des balances aux femmes commerçantes de vivriers. Elles sont au nombre de 50. Elles exercent leurs activités dans les marchés de Trècheville et des 2 plateaux Agban dans la commune de Cocody. Chantal et Ouma Kandan. Clarisse Tralou est commerçante de produits vivriers au marché de Trècheville. Elle vient de recevoir une balance à double face. J'ai dû revoir l'ancienne balance qui était déjà rouillée et qui me faisait perdre des kilos ou des grammes même de plus. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle balance. Comme c'est une balance à double face, au lieu de temps de regarder le client aura le temps de regarder le verso. Donc il n'y aura plus de palabres. Comme Clarisse, d'autres commerçantes en ont bénéficié. Avant, on vendait par tas, mais chez moi, c'était par kilo. Mais comme le gouvernement n'était pas impliqué, les gens ne respectaient pas. Mais je crois qu'avec le pas que le ministre vient de faire, on va aller jusqu'au bout. Parce que déjà, le matin, en te levant, là, acheter ton sac de gombo, tu sais que le sac fait 25 kilos. Donc si je vends au kilo, je sais ce que je gagne déjà. Moi, je préfère maintenant payer mes choses sur balance. Pourquoi? Parce que maintenant, là, on pèse et je vois, et la vendeuse aussi voit, et on est tranquille, tout le monde est quitte. Cette action marque le lancement de la phase pilote du projet de distribution de balance aux commerçantes de vivriers des marchés d'Agban et de Trècheville. L'objectif, inciter les commerçantes à la vente au poids des vivriers. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a indiqué que l'usage des bonnes pratiques commerciales passe également par la promotion des balances dans la vente du vivrier. Je suis persuadé que le consommateur et le commerçant y trouveront mieux leur compte. Vous savez que vendre au tas ou bien un poisson en fonction de la taille, au moment où vous allez le peser, vous allez vous rendre compte que parfois le tas que vous avez pensé important, finalement, pèse moins lourd qu'un tas qui semble plus petit. Et vous pouvez vous gagner mieux et le commerçant avoir le juste prix de ce qui paye. Que cette phase pilote fasse des cellules et que sur l'ensemble du territoire national, on puisse rentrer dans le commerce moderne et arrêter de vendre au tas. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, initiatrice de ce projet, entend mettre en œuvre d'autres actions qui visent aussi bien la lutte contre la vie chère que l'amélioration de l'environnement du commerce. On passe maintenant à l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec le RDR. L'un des cadres du parti, Bruno Koné-Nabagné, vient d'échanger avec les militants du Rassemblement des Républicains. La rencontre a porté sur la vie du parti et le projet de nouvelle constitution. Le reportage d'Abou Sanogo. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, cadre du Rassemblement des Républicains, Bruno Nabagné Koné, 4e invité de la tribune à l'écoute des militants. C'est un rendez-vous entre la base et les cadres du parti. Une plateforme d'échange initiée par le premier vice-président du Rassemblement des jeunes républicains et qui permet aux jeunes et aux cadres de se parler franchement. Il a apporté les réponses qu'il faut à leurs questions
Il leur donne aujourd'hui des raisons d'espérer, de croire à un lendemain meilleur. La situation sociopolitique et la vie du parti sont entre autres les sujets abordés par l'invité. Selon lui, la situation de la Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée dans bien des domaines, notamment au plan sécuritaire, de la réconciliation nationale et de la relance économique et de l'amélioration progressive des conditions de vie des populations. Nous essayons d'expliquer aux militants la réalité de ce qu'est la vie de notre pays, les difficultés auxquelles il peut être confronté, les efforts qui sont faits par les dirigeants du pays, par le chef de l'État, par le gouvernement. Et nous essayons en même temps donc, de les convaincre de l'intérêt de continuer à faire confiance au président de la République. Autre point abordé, l'avis du parti et le projet de nouvelle constitution. Au sujet du référendum, l'idée c'était de faire partager avec nos militants le fait que la constitution de 2010, quoi qu'on dise, a laissé des traces négatives dans la marche de notre pays. Chacun comprend donc la nécessité, le besoin d'aller vers une nouvelle constitution, d'aller vers un nouveau contrat social, d'aller vers un nouveau contrat politique entre le pays et ses dirigeants, entre les Ivoiriens eux-mêmes, faire en sorte que cette nouvelle constitution soit une constitution dans laquelle chaque Ivoirien se retrouve. Pour les militants, ce genre de rencontres permettent de briser la barrière entre les ministres, cadres et les militants de base. À l'issue de ces échanges, c'est une conviction que nous avons déjà, que le président de la République travaille pour les jeunes, qui a été renforcée, qui a été réaffirmée. Et les jeunes sont satisfaits, seulement les jeunes demandent plus. Il y a eu des propositions très concrètes, très réalistes. Je pense que c'est des propositions qui mériteraient vraiment d'être analysées dans les instances du parti. À l'écoute des militants ou encore le rendez-vous entre les cadres et la base est une plateforme d'échange mise en place par le Bureau national du Rassemblement des jeunes républicains afin d'échanger sur des sujets de l'actualité politique nationale et la vie du parti. Hors de la Côte d'Ivoire en Syrie, le gouvernement de Damas a approuvé aujourd'hui l'accord de trêve conclu la nuit dernière entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Au cours d'une journée marathon de négociations à Genève en Suisse, les Russes et les Américains sont convenus d'un plan visant à installer une trêve dans ce pays qu'est la Syrie déchirée par 5 années de guerre. Cette année encore, les chrétiens du monde entier se sont retrouvés à Lourdes, en France, pour le traditionnel pèlerinage. Parmi ces milliers de pèlerins, des Ivoiriens composés de plusieurs associations, au centre de leur prière, la paix définitive en Côte d'Ivoire. Thérèse Tapé-Yopoué. La première fois que je viens à Lourdes avec ma petite famille pour découvrir les grâces que la Vierge Marie nous offre. Je suis venu, je suis vraiment heureux. J'ai mis mes pas dans les pas de Bernadette Sbiou. L'expérience qu'elle a vécue avec la Vierge Marie, je suis venu, mes yeux ont vu, je crois. À côté de ces nouveaux pèlerins, bien d'autres venus du monde entier. Ce sont environ 5 millions de pèlerins qui sont enregistrés dans cette ville, devenue aujourd'hui un lieu de spiritualité. Cette année, le chiffre a été revu à la baisse, menace terroriste oblige. Mais du côté des Ivoiriens, plusieurs délégations étaient au rendez-vous. Au centre de leur prière, une véritable paix pour le pays. Je veux que la paix vraiment revienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et qui touche nos dirigeants politiques pour que tous se mettent d'accord pour la paix. Demander à Maman Marie vraiment d'intercéder auprès de Jésus pour que la paix règne définitivement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre monde a besoin de pénitence. Nous demandons la grâce à son Fils. Nous lui exposons nos cœurs blessés pour qu'il nous donne cette grâce du pardon. Que cette réconciliation que nous cherchons tant soit une réalité pour notre pays. On ne peut être heureux de trouver notre bonheur que quand le pays est en paix. Quand il y a la joie de vivre, quand il y a le bonheur dans le pays, c'est ça qui jaillit chaque individu. Donc on vient ici également, il faut profiter tous pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour notre pays et demander qu'il puisse continuer à maintenir sa main d'amour posée sur notre Côte d'Ivoire. À Lourdes, on vient aussi pour demander des grâces particulières pour soi-même, pour des amis et pour la conversion des cœurs. Je viens demander à Dieu de nous aider à être plus patients. Il faut qu'il nous aide à nous réconcilier, mais définitivement. Je viens pour prier pour tout ce que nous avons vécu, parce que derrière nous.
aussi me demander la conversion de tous les membres de ma famille et puis confier notre pays, la Côte d'Ivoire, la miséricorde divine. Je venais à Lourdes pour prier pour les dirigeants de ce pays, les hommes politiques, pour qu'ils soient inspirés par la Vierge Marie pour mener à bien toutes les activités qui concourent au développement de notre pays. Ces milliers de fidèles chrétiens, cherchant la guérison du cœur, de l'âme et du corps, n'oublient pas surtout de respecter les rites du pèlerinage. La procession, le portement de la bougie, symbole des difficultés qu'on va présenter à Marie, le toucher de la grotte de Massabielle, lieu des apparitions, et on n'oublie surtout pas de boire à la source et de s'y baigner. Bienvenue dans la page culture. On en arrive à l'entretien avec notre invité de cette page, M. Kwasi Soumaï Raphaël, conseiller d'orientation au ministère de l'Éducation nationale. Il vient de publier Le chemin de la réussite scolaire. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, madame. Alors, selon vous, il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la réussite scolaire, un seul chemin et pas d'autre? Oui, un seul chemin, celui d'une école de qualité, une école performante. Et ce chemin-là est fait par les professionnels, est fait par des personnes qui sont formées à la maîtrise des questions qui sont liées à l'école et au système éducatif. Alors, comment se présente ce chemin? Facile, difficile? C'est un chemin de patience. On l'emprunte facilement? On l'emprunte avec une assistance, on l'emprunte avec un encadrement, parce que ce chemin n'est pas connu d'avance par l'apprenant. C'est celui qui l'assiste qui lui donne la possibilité de pouvoir le parcourir avec aisance. Alors donc, dites-nous, quels sont ceux qui l'empruntent? On sait il y a l'apprenant. À côté de l'apprenant, il y a qui? Le chemin de la réussite scolaire débute dans la famille, qui est la cellule unitaire de base de la communauté. Il appartient aux parents d'inculquer dès le bas âge les rudiments concernant l'école. Il appartient aux parents de préparer l'esprit de l'enfant pour que ce dernier puisse accéder dans le système de formation. Donc il y a les parents d'élèves. Les premiers maillons de la chaîne constituent les parents d'élèves. Ensuite, nous avons les enseignants. Et au niveau des enseignants, la première catégorie, ce sont les éducateurs préscolaires. Après les éducateurs préscolaires, viennent les enseignants, bien entendu les instituteurs, les professeurs, et à côté des enseignants, il y a le personnel d'encadrement dans lequel on compte les conseillers d'éducation, les éducateurs et les conseillers d'orientation. Donc, ils sont nombreux sur ce chemin. L'apprenant n'est donc pas seul sur ce chemin. Alors, dans votre ouvrage, vous avez passé l'école ivoirienne à la loupe. Vous avez ciblé un certain nombre d'obstacles qu'il faut enlever sur ce chemin. Avant de parler de tous ces problèmes, nous allons suivre ensemble ce résumé de votre ouvrage et nous allons poursuivre notre entretien. Ok, merci, madame. Comment réussir un cursus scolaire sans aucune difficulté? La réponse à cette interrogation est contenue dans l'œuvre Le chemin de la réussite scolaire. Cet essai littéraire de 138 pages, écrit par Kwasi Soumaï Raphaël, porte sur une approche analytique et critique du système éducatif ivoirien avec à la clé des propositions. Subdivisé en 3 parties et comprenant 10 chapitres, l'ouvrage interpelle l'ensemble du monde éducatif. Nous pensons que cette œuvre qui vient de sortir va aider les parents d'élèves dans l'encadrement de leurs enfants, pour ce qui concerne en tout cas leur insertion socio-professionnelle. Nous ne sommes pas, nous en tant que censeurs, lorsque les enfants sont exclus, les enfants redoublent la classe, on a mal au cœur, vous voyez. Et donc si tous ces éléments qui sont contenus dans le livre peuvent aider à booster, n'est-ce pas, le résultat scolaire des enfants, le plaisir est pour nous. Paru aux éditions Matrice en 2015, cet essai littéraire a pour souci de contribuer à la recherche des conditions de possibilité de l'avènement d'une école ivoirienne performante et de qualité. La dédicace de l'œuvre s'est déroulée au lycée municipal Gadier-Pierre de Yopougon.
C'était un commentaire d'Abou Sanogo. Alors, Monsieur Kwasi, vous avez identifié plusieurs problèmes. Dans votre ouvrage, vous parlez d'effectifs pléthoriques, de recrutement parallèle, de tricherie et même de harcèlement sexuel. Oui, madame. Oui, j'ai évoqué tous ces problèmes-là parce que mon idée était de faire un diagnostic global du système éducatif ivoirien. Nous allons toucher ces problèmes. Oui. Il y en a bien d'autres, j'en ai cité, il y en a bien d'autres. Tout à fait. Et donc, dans l'identification des problèmes qui assaillent notre système éducatif, j'ai évoqué entre autres la question du harcèlement sexuel. Et cette question, j'ai pu la mettre sur la table dans la mesure où c'est récurrent des cas où des grossesses surviennent qui sont du fait du personnel enseignant ou d'encadrement. Heureusement qu'actuellement, nous assistons à une prise en compte de ces choses par la mise sur pied par le gouvernement d'un code de déontologie. Puisque le taux de voilà, grossesse et nous assistons à une baisse du taux de grossesse parce qu'il y a une grande campagne qui est faite au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec à la tête Madame le ministre. Alors, quand vous parlez d'effectifs pléthoriques, on sait qu'il y a eu des collèges de proximité, la création de ces collèges, de plus en plus d'infrastructures qui sont créées. Oui, la question des effectifs pléthoriques est la plus importante parce qu'elle contrarie tous les efforts faits par les enseignants pour faire passer le message. Lorsque un enseignant qui, pendant sa formation, on lui dit que selon les normes de l'UNESCO, une classe pédagogique doit avoir 25 élèves. Mais quand il va sur le terrain, il est face à un effectif qui peut aller de 80 jusqu'à 100. Il a des difficultés à faire passer dans l'enseignement public, vous avez dit. Tout à fait, dans l'enseignement public, il a des difficultés à faire passer son message. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits avec l'avènement des collèges de proximité, mais la question n'est pas encore résolue puisque, étant nous-mêmes sur le terrain, nous voyons que nos classes continuent d'être surchargées. Mais nous espérons qu'avec les efforts qui sont en train d'être faits, nous allons arriver au moins à un effectif qui soit un peu proche, n'est-ce pas, de la moyenne. Nous n'allons pas citer tous les problèmes ici, mais de façon précise, quels sont les problèmes qui sont pour vous très urgents, qu'il faut régler? Le problème le plus urgent à régler, c'est celui des effectifs. D'accord, on en a déjà Parce que nous avons, après la question des effectifs, il faut toucher celle de l'indiscipline des élèves. Aujourd'hui, nous qui sommes sur le terrain, dans les établissements, nous assistons qu'il y a une sorte d'indiscipline généralisée des élèves. Et le personnel d'encadrement qui est chargé de veiller au respect de la discipline a du mal à faire en sorte que l'école puisse avoir une certaine sérénité qui est propice aux activités pédagogiques. Et qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons une motivation de l'ensemble des personnels d'encadrement et une prise de conscience des élèves pour que ceux-ci puissent savoir que leur présence dans le système éducatif est faite pour préparer leur avenir et qu'il leur appartient de poser des actes qui sont compatibles à la réussite de leur scolarité. Et comme vous dites, les élèves sont les acteurs actifs et les enseignants les acteurs passifs. Alors, pour terminer rapidement, concernant vous également, on parle aussi des grèves. Vous en avez abordé dans votre ouvrage, qui est un véritable obstacle sur ce chemin de la réussite scolaire. Oui. Mais les grèves ont leur légitimité, mais nous disons qu'elles doivent se faire selon les normes et nous demandons aussi aux décideurs de comprendre que ces grèves sont faites par les enseignants pour réclamer des choses, mais elles doivent se faire selon les règles. Et lorsqu'elles sont récurrentes et qu'elles sont intempestives, elles constituent un véritable obstacle à l'épanouissement de l'école. Vous parlez aussi de l'âge, d'un âge exact pour débuter l'école, parce que vous pensez que c'est un frein quand ce n'est pas respecté. Quel est cet âge? Cette question est assez importante, parce qu'il y a des tranches d'âge qui sont définies pour l'accès à l'école. Au niveau de l'enseignement préscolaire, on débute la maternelle, on débute la petite section à l'âge de 3 ans. Au niveau de l'enseignement... En dessous, il y a des conséquences. En dessous, ce n'est pas l'enseignement, j'allais dire préscolaire, ce sont des garderies d'enfants. Voilà. Mais l'éducation préscolaire commence à l'âge de 3 ans pour la petite section, 4 ans pour la moyenne section, 5 ans pour la grande section. Et à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant accède à la classe de CP1.
On va terminer rapidement par vos propositions. Vous avez ciblé l'État, vous avez ciblé l'apprenant, les parents d'élèves, les acteurs du système éducatif dans l'ensemble qui doivent faire quelque chose pour sauver l'école ivoirienne. Oui. Alors, dans ce chemin vers la réussite, quelles sont les propositions que vous faites? En 2 phrases seulement pour terminer. Nous avons une panoplie de propositions, mais le message que nous pouvons lancer, c'est de demander à tous les acteurs, à tous ceux qui sont intéressés par le devenir de l'enfant, de s'approcher du conseiller d'orientation, qui est un professionnel en matière de gestion de choix, en matière de suivi, en matière d'encadrement, pour faire une action qui vient en aval, après l'intervention de l'enseignant qui est en amont, pour donner la possibilité à l'élève de pouvoir faire une scolarité où au bout il a le succès. Car quand l'enfant va à l'école, qu'il a le succès, il a la réussite, il constitue un sujet de joie et de satisfaction pour les parents. La rentrée, c'est le mardi. Oui, madame. Un mot à l'endroit des élèves. Vous êtes conseiller d'orientation. Tout à fait. Nous demandons aux élèves de savoir que leur présence dans le système scolaire est faite pour pouvoir construire leur avenir et qu'ils prennent la conscience de ce qu'ils sont dans le système scolaire ils occupent une place importante. Qui sont dans le système scolaire pour préparer leur avenir. Que sur cette base, ils doivent prendre au sérieux tout ce que l'ensemble des acteurs leur donne comme encadrement. Merci beaucoup, M. Kwasi. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci beaucoup, madame. On va parler d'un festival, le Zanzan. Vous en avez entendu parler, le festival des arts et de la culture du Zanzan. Oui, ça fait 5 jours que ce festival se tient. Nous allons le voir, c'est un reportage de Franck Quadio. Et cette année, l'accent est mis sur l'art et la culture, mémoire des peuples et l'évier de la cohabitation pacifique. Cas du Zanzan, c'est avec Franck Quadio. Le Zanzan en fête, et ce durant 4 jours. Le festival du Zanzan débuté jeudi 1er août a clos ses portes sur la place dédiée. Parodie de parties de chasse venues du nord, des troupes du centre-ouest et de l'ouest, mélange de culture en adéquation avec le thème de cette 8e édition, les arts et la culture mémoire des peuples et l'évier de la cohabitation pacifique, cas du Zanzan. Il ne faudrait pas voir en ce festival des possibilités pour nous de nous retrouver pour faire la fête, mais de voir autour de ce festival cette capacité qu'ont nos populations de se mettre ensemble. C'est franchir une 2e étape, c'est d'associer l'artisanat à cette vaste recherche culturelle pour que demain, au cours du prochain festival, nous puissions travailler ensemble. Autorités coutumières, administratives et personnalités, ainsi que cadres de la région et tout le public, unis par le langage, celui de la promotion des valeurs traditionnelles, le message a été abondamment véhiculé. Notre projet, c'est de faire en sorte que chaque région ait son festival patrimonial pour faire la promotion de nos traditions, de nos cultures. Mais il ne faut pas le voir seulement sur le plan folklorique, mais à travers ces expressions, c'est la volonté et l'ambition de créer une meilleure qualité d'hommes et de femmes qui sont au cœur des valeurs prônées par nos justes coutumes. Une 8e édition qui marque la maturité des actions pour la promotion de la culture dans tout le Grand Est ont été posées. Car à la réalité, quand la culture gagne, c'est un gage de paix durable. De la danse au sport, parlons de la 26e et dernière journée du championnat de football qui s'est jouée aujourd'hui. L'AS Standard, en battant le club Omnisport de Korogo 1-0, devient pour la 2e fois consécutive championne de Côte d'Ivoire. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ce journal est donc terminé. Merci à la régie, à Delphine Gla pour la supervision et à Edouard Kofi Sakra et Awa Sawadogo. Merci à vous tous de continuer à nous suivre à travers le monde.